Je suis professeur de français depuis 28 ans. Et au cours d'une carrière déjà longue, effectuée en Lorraine, j'ai formé en collège, au lycée, en formation post-bac, des enfants, des adolescents et des adultes, au maniement de la langue française et à la beauté de notre littérature, deux objets de culture qui ont leurs clés et leurs codes. Dès mon premier poste, j'avais 25 ans et me trouvais dans un collège de Moselle. J'ai pris pour habitude de consigner, de façon occasionnelle, ce que j'avais vécu de plus saillant sur le plan professionnel durant la journée écoulée. Ces bilans, rédigés brièvement, me permettaient de revenir en pensée sur une situation de classe particulière, réjouissante ou contrariante, de l'examiner plus à loisir et d'en inférer telle ou telle déduction ou considération. Par ces retours réflexifs, ponctuels, sur ce que les circonstances du jour m'avaient imposé, l'intervention d'un élève, la manière dont la classe le reçoit, une accélération ou un ralentissement de la séance, la manière dont une idée circule, la façon de recycler une interprétation, que sais-je encore, je me suis mis en état de mieux saisir ce qui, d'ordinaire, échappe à la prise. Tout ce qui nourrit la trame événementielle d'un cours de français, et la matière est abondante, ou si l'on veut, tout ce qui donne une forme vivante au fond disciplinaire enseigné. Et je crois bien que c'est ainsi que j'ai appris mon métier, en marge de l'action accomplie en classe, par la transformation d'un vécu en expérience. J'ai vite constaté que ce memento, rédigé à la suite de moments remarquables, s'orientait vers la question de la relation pédagogique qui s'établit d'un enseignant à sa classe, celle qui rapproche ou éloigne un groupe d'élèves réunis pour une activité scolaire et son professeur mandaté pour en organiser les apprentissages. C'est dire si depuis longtemps je m'interroge sur cette interaction, les obstacles qui l'entravent, les facteurs qui la bonifient, les malentendus aussi, qui le pacifient ou la dénaturent. Interaction que je considère d'ailleurs comme le premier objectif de ma présence en classe, le but à atteindre, faire exister par elle, dans une situation donnée, un élément conceptuel, cognitif, issu du programme. J'ai donc très tôt relaté des expressions, j'ai donc très tôt relaté des impressions de réussite ou d'un succès, formulé pour moi-même des retours critiques sur la manière dont se construit, dans le cadre spatio-temporel d'une heure de cours, le lien qui m'unit à chacune de mes classes. Et aujourd'hui que l'on m'invite à en parler, je découvre que je touchais là, sans en avoir une conscience claire, le cœur de mon métier, tel que je continue de le concevoir et de le pratiquer. Ces écrits de réflexion n'avaient jamais encore dépassé le format réduit de quelques annotations laconiques placées dans les marges de l'agenda. Mais en septembre de l'année dernière, parce que mon service correspondait à 2 classes au lieu de 3 habituellement, j'ai eu l'idée, mais sans projet de publication, de noter de manière moins cursive et plus approfondie les impressions et les considérations nées du contact avec les élèves, contact formel ou informel, imposé ou libre. Et c'est ce contact que cette chronique rapporte. Le journal professionnel, d'abord limité à une expression minimale et synthétique, a donc pris en 2013-2014 les proportions plus amples de 70 textes d'environ 3 pages chacun, échelonnés chronologiquement sur l'année scolaire.
de septembre à juin. Ces textes, toujours inspirés par l'actualité de la vie de classe, mettent en récit le parcours de formation au baccalauréat de français à destination d'une première littéraire et d'une première technologique. Un parcours, dis-je, plus encore, une trajectoire au fil de laquelle un relationnel intellectuel et affectif s'est inventé entre 70 lycéens et moi, au gré de vicissitudes que je raconte et explore, tantôt décourageantes, tantôt porteuses, en tout cas fondamentalement caractérisées par le contraste et l'imprévisibilité. De nombreuses pages de ma chronique se consacrent à cet état actuel du public lycéen et elles décrivent les manifestations d'instabilité ou de versatilité qui sont survenues et qui se sont imposées un jour ou l'autre dans ma classe. Même en l'absence de perspective ou de pensée éditoriale, la présence du lecteur, si hasardeuse et fantomatique fut-elle encore, s'est finalement assez vite imposée à moi et immiscée dans les lignes du texte. Ce destinataire, imaginaire, mais pressenti, a décidé de deux exigences qui gouvernent aussi bien le contenu que le ton de cette chronique scolaire. D'abord, une observation méticuleuse du terrain, ensuite, la réflexion consécutive qu'elle a provoquée en moi. J'ai voulu conjuguer le factuel et le réflexif. Le factuel pour restituer le réel, être ancré, arrimé à du concret, et ainsi éviter l'impasse du propos généraliste. Le réflexif également pour interroger ce factuel, et si possible en faire une matière d'enseignement professionnel que je puisse à moi-même m'appliquer. Aussi me suis-je soumis à deux impératifs. D'un côté, soigner la description des lieux, des temps, des protagonistes, pour faire entrer le lecteur, étranger au monde du lycée ou très éloigné de lui, dans une salle de classe. D'un autre côté, formaliser des interrogations, suggérer quelques propositions, toujours induites par la force inspiratrice d'une expérience, jamais décrochée d'une expérimentation, au contraire, produite, circonscrite et délimitée par elle. On lira donc dans Chronique d'un professeur de lettres des scènes scolaires, parce que la dynamique pédagogique a partie liée avec la logique de l'échange théâtral. Mais, et sans déroger aux conventions qui, effectivement, prédéterminent le rapport professeur-classe, les épisodes que j'examine sont véritables. Ils sont des situations réelles. Je n'ai d'ailleurs rien retranché de ce que rapporte initialement le manuscrit. La chronique transcrit ce qu'à un moment donné, j'ai perçu, ressenti et compris de mes classes, y compris le poids de l'émotion. Et c'est, maintenant que ces textes sont rendus publics, une prise de risque que j'assume. On lira aussi, ça et là, les bribes d'un programme de littérature, l'écho de leçons, par exemple Diderot et la question du civilisé et du sauvage, Antigone, la figure de l'adolescence et la question de la désobéissance civile, qui, je pense, suggère partiellement le contenu préparatoire au bac de français et que la jeunesse du pays, soumise ou consentante, est appelée à assimiler au cours de sa 16e année. On lira enfin, dans Chronique d'un professeur de lettres, dans les lignes, ou entre les lignes, je ne sais,
le moral d'un professeur, malmené, mais pas démoralisé, bousculé, mais qui veut croire en son métier et y travailler. Je n'ai pas cherché à me plaindre ou à justifier à coups d'antiennes et d'argumentaires plus ou moins sagaces une plainte professionnelle. Je n'ai pas cherché non plus à étayer une critique contre le système, que ses fragilités n'exposent déjà que trop aux vilipendeurs de tout poil. Je n'ai pas souhaité enfin rappeler, après tant d'autres, des généralités sur l'école, parce que je crois que la vérité est dans le détail. Et que l'éloignement, pour le détail négligé, fait immanquablement tomber dans l'abstraction, brillante, mais vaine pour qui, comme moi, voudrait améliorer l'ordinaire. En revanche, j'ai voulu, à mon échelle, et dans le périmètre qui m'est imparti, restituer une réalité scolaire. L'examiner, la passer au crible, pour ma gouverne personnelle, la mettre en mots et l'offrir à mes élèves comme un écho au cours de français, comme une résonance de leur vécu. La faire connaître enfin autour de moi et à tous ceux que le sujet ne laisse pas indifférents.